Arménian, vous êtes né de parents arméniens, rescapés du génocide de 1915. Vous êtes germaniste, héritière d'un immense trauma collectif, traductrice de Freud, écrivante et analysante sans relâche. Vous avez passé une grande partie de votre vie à faire traduire et à faire entendre ce que votre père avait consigné dans le manuscrit de son journal de la déportation qu'il avait laissé au fin fond d'une armoire. Merci, chère madame, de nous faire l'honneur d'être venue jusqu'à nous à Troyes ce soir, après avoir dû annuler la conférence prévue dans un tout premier temps fin septembre, suite à un accident juste après être sorti des obsèques de Marceline Loridan-Ivens. Alors 3, et le chiffre 3, qui jalonne de manière symbolique l'élaboration de votre travail psychique, de cure, au pluriel, et d'écriture. Vos 3 divans, les 3 allocutions, les 3 générations qu'il faut pour se dégager d'un trauma transgénérationnel, et vos tranches d'analyse, je crois bien qu'il y en a eu 3. Je répondrai à vos questions après. De tout cela, vous allez me dire quelque chose, bien sûr. Donc 3. Bien sûr, ville de la Maille, pour héberger le temps de votre présence chez nous, votre incessant travail d'écrivante, analysante, travail de maillage que vous n'avez cessé de mettre et de remettre sur le métier pour l'élaboration de votre travail, de votre position d'héritière, traduisant et écrivant les traumas de vos ascendants dans la langue de votre pays d'accueil. Vous avez souhaité ne pas faire une conférence, mais une intervention autour des questions que le groupe de lecture de vos ouvrages, Christine, Sylvie, Nathalie, Corinne et moi-même, avons pensé, et en dialogue avec la salle, bien sûr. Mais laissez-moi, je vous prie, le privilège de vous poser la première question. On pourrait être tenté de vous poser directement des questions sur le génocide arménien et donc de privilégier la dimension testimoniale, c'est-à-dire la dimension de témoignage historique de vos écrits, qui est loin d'être la seule, n'est-ce pas? Je préfère donc les aborder par l'histoire de l'écriture de vos ouvrages et vous demander comment vous en êtes venu à fabriquer une écriture en spirale, d'après l'expression de Jean Laplanche, et pourquoi vous avez choisi cette forme de création littéraire. Qu'avez-vous voulu ainsi nous dire et nous faire entendre? Écoutez, quand vous m'avez envoyé vos questions et que j'ai lu à Paris, j'ai trouvé que vous aviez très rapidement trouvé le nœud même de mon travail, c'est-à-dire la figure du 3. Et je dirais que tout mon travail consiste à montrer que pour élaborer le trauma, il faut introduire du tiers entre le vécu traumatique des parents et soi-même. Et ce tiers ne peut être fourni que par le pays d'accueil, lequel pays d'accueil est en train en ce moment de ne plus accueillir. Alors, vous verrez qu'au début de mon livre, je dis que mon travail, mon livre, englobe la période qui va de 1920, c'est-à-dire mes parents étaient des migrants de 1920, ils sont venus sans rien, et maintenant, les migrants de maintenant. Et ce qui me rend très dubitatif quant à l'utilité de mon travail, c'est que si le trauma a pu s'élaborer relativement vite, théoriquement, dans mon livre explique qu'il faut 3 générations, mais moi je suis de la seconde, je suis née en 1930, et c'était dans une France où il y avait du travail, de la laïcité, donc de l'intégration.
Ces trois conditions sont rendues difficiles et le début, mon introduction pose une question. Peut-on faire le deuil de ce qui n'a pas de lieu? Et la conclusion de mon travail dans le livre pose aussi une question. Comment les héritiers des migrants des années 20, dont je suis, peuvent élaborer et rencontrer les migrants d'aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'ils ne le peuvent pas. Et c'est dans ce désarroi que j'ai quand même consenti à faire ce livre, parce que, comme tous les livres précédents, ce livre reprend tout ce que j'ai pu écrire depuis le livre d'avant, qui est 2012, de la cure à l'écriture, et notamment l'expérience que j'ai faite en allant à Bursa. Tout à l'heure, je vous montrerai une carte, notre collègue le montrera. Bursa étant à 200 km d'Istanbul, qui était la ville d'origine de mes parents. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire entendre, grâce à votre prénom, vous m'avez dit Géraldine. Grâce à Géraldine, qui est vraiment une machine mystérieuse et miraculeuse, je vais vous faire entendre une vieille grand-mère que j'aime beaucoup, dont le texte c'est le numéro 1, elle s'appelle Zépure Metzbakian. Elle a 90 ans, elle parle sur France Inter dans l'émission Là-bas si je suis, et elle raconte ce qu'elle a vécu pendant le génocide. Et je vais vous le faire entendre parce que, vous verrez, c'est en somme emblématique de ce que j'ai pu entendre sans vraiment le comprendre quand j'étais enfant. Et quand je dis moi, c'est toutes les personnes de ma génération. Alors, c'est donc extrait 1, oui. Est-ce que j'ai dit bêtises? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Non, je crois pas. Non. Non. Ça va servir à quelque chose? Ah oui? De quoi? À dire ce qui vous est arrivé, votre histoire? Moi, j'ai l'histoire. Ah oui, vous avez une histoire. Nous avons marché 2 mois. Enfants, la femme enceinte, tout, les vieillards, tout. Enfin, c'était misère, quoi. Et quand l'exode a commencé, quand vous êtes parti avec vous? Non, je n'étais pas chez mes parents. Quand je suis partie, je suis seule avec les autres. Alors je pleurais, je ne savais pas que faire, où aller. J'avais juste tablier de l'école et un manteau. J'avais 14 ans. 14 ans. Quand je suis arrivée à la groupe, j'ai commencé à pleurer et j'ai entendu Zépure, mon nom crier quelqu'un. Je croyais que c'est le soleil est venu. C'était une cousine de ma mère. Et puis après, je suis allée seule avec eux. Mais un mois après, j'ai trouvé ma mère dans un autre groupe, tout puis comment tout nu, une chemise de nuit, les cheveux, il n'y a pas payé pour payer. Alors, vous savez qu'est-ce que j'ai senti? Je sentais comme une mendiante, ma mère, et j'étais très bouleversée. Alors, nous sommes ensemble, je continuais nos chemins. J'avais 2 frères, 2 sœurs, plus petits que moi. Après 8 jours, à peine, mon frère est mort, 8 ans. Le matin, je suis levée, il est mort à côté de moi. Je dis, maman, Kourken est mort, n'a pas pleuré ma mère. Elle a dit, c'est bien fait, vous êtes sauvés. Après quelques jours, c'est ma mère morte, ou pas morte, je ne sais pas. Et nous sommes tombés dessus pour pleurer. Et le gendarme est venu, allez, marchez. Et en pleurant, nous avons quitté. Ma mère était morte, ou pas morte, je ne sais pas. Allez, marchez. Qui est mort, il reste. Oui. Ma mère était chaude, nous avons quitté et parti. On n'a pas laissé même pleurer un peu. Mon père, je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vu mon père.
combien de jours j'ai marché, je ne sais pas. À la fin, ils sont allés dans un champ pour massacrer. Je ne sais pas où c'est. On nous avait nus, même les culottes. Vous avez compris? D'un côté, Tchad, pas avec des bâtons. On frappait, vous entendez, un cri. J'étais debout, un bâton, pop. On vous a tapé sur la tête. Frappé comme ça. Moi, je croyais que c'était lumière partout, après sombre, et puis j'ai tombé. J'ai tombé. Et je vois qu'ils ont commencé à frapper à ma soeur de 5 ans. Hein? Et j'ai dit tout de suite, faites semblant comme une mort, je dis. Faites semblant d'être mort. De mort allongée à côté de moi, et puis n'inspirez pas. Les mots échappent, vous savez, quand je pense tout ça, les mots échappent. Mes blessures étaient très grandes ici et ici. Vous aviez des blessures sur le front et sur la tête. Elle me montre ses cheveux. Vous avez encore les cicatrices. Comme ça, c'était comme ça. 3 morceaux étaient ma tête. Et les Arméniens, après, ils sont guéris. Ça a duré plus qu'1 an. Il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour me soigner. Et je prenais de l'eau coulante, comme ça. Et il y avait des poux, il y avait des verres, il y avait de tout ce que vous voulez. Ça allait. Il est pleuré, son sœur et frère. Après, la nuit est tombée, nous avons resté comme ça, plein de sang. J'ai entendu une voix. Moi, je deviens musulmane, amenez-moi. Moi, je deviens musulmane, amenez-moi. Une fille que j'ai connue là-bas, c'était notre voisine. Alors, j'ai pris courage. Il y avait la lune seulement. Je dis, moi aussi, je deviens musulmane, amenez-moi aussi. J'ai eu peur quand elle va partir, cette fille. Je resterai seule avec ma soeur. J'ai eu peur, je dis, moi aussi, je deviens musulmane, amenez-moi. Amenez-moi, devenir musulmane, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Moi, j'ai peur, je suis arménienne, ça, il est là. Personne ne peut pas prendre, je pensais. Personne ne peut pas prendre mon arménienne. Après, je suis assise comme ça, toute nue. Un homme était venu, une Kurde venue, lever. Je dis, je suis toute nue, je ne peux pas. Il a pris une chemise sanglante sur une mort. Il m'a donné, j'ai pris comme ça devant moi. Et je suis levée, et ma soeur toute nue. Elle s'est toute frappée derrière, comme ça. Tout était gonflé après, noir. Son dos de ma soeur. De 5 ans, vous savez. Après 6 mois, elle est morte. Tout ça, c'est ce que j'ai vu et vécu. Hein? Et encore, il y a tant de choses que j'ai oubliées. Je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas le temps de penser. Et après, où j'étais, je suis perdue. Toutes les choses comme photo maintenant devant moi, ils viennent, et je ne sais pas où je suis à ce moment-là. Devant moi, cette chambre, tout. Vous voyez tout. Oui, je le vois toujours. Souvent, je pleure la nuit, parce que ça vient devant moi, c'est le tableau, tous les morts, tout ça. Bien, alors, donc cette dame était née en 1900 à Trébizonde. Elle est morte en avril 2007 et elle avait
107 ans quand elle est morte. Et donc elle parle là, à l'âge de 95 ans, sur les ondes de France Inter, dans un entretien qui a été diffusé le 11 mai 2005. À l'émission, là-bas, si j'y suis. Je dois vous dire que l'ensemble de cette émission, vous pouvez le trouver sur Internet. Dans mon livre, j'ai donné le lien. J'ai retenu ce témoignage parce qu'il représente en gros, si vous voulez, le bain sonore que les Arméniens et les Arméniennes de ma génération ont entendu de leurs grands-parents, ou bien, s'ils ne l'ont pas entendu, ils en ont reçu des bribes. Et vous voyez, ce que j'aime dans le discours de cette femme, c'est une personne très intelligente, elle sait symboliser beaucoup de choses. Quand elle dit, par exemple, rire et pleurer sont sœurs et frères. Quand elle dit « je n'ai pas le temps de penser », ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace psychique pour penser cela. Et c'est précisément ce que doivent faire les héritiers, puisque je pense qu'un héritier ne peut que traduire cette chose qu'on n'a pas l'espace psychique de penser pour pouvoir recueillir leur histoire. Et elle dit bien, les mots échappent. Tout à fait au début, quand elle a dit « je n'ai pas vu mon père », c'est parce que dans la déportation, la procédure était la suivante. On raflait d'abord les hommes, on allait les tuer dans un petit coin ou en les faisant précipiter dans des ravins, et seuls étaient déportés les femmes et les enfants. Alors, pour vous montrer un chemin particulier de déportation, et après je répondrai systématiquement à toutes les questions. Si vous voulez passer, s'il vous plaît, la carte KB. Ça, c'est psychosomatique. Hein. Ça me passait, je pense. J'aime beaucoup cette grand-mère. Voilà. Alors, si vous voulez... Oh, c'est bien, vous avez une machine extraordinaire. Ça, c'est la carte de déportation de mon père. Alors, je vous parlerai de tout ça en détail. Vous voyez, mes parents habitaient Boursa. C'est la mère de Barbara. Et on se demande comment il a pu faire cet aller-retour de Boursa à Nerzor. Nerzor qui se trouve actuellement en Syrie. Où, dans son journal de déportation, il y a 76 toponymes. Comment il a fait, comment un garçon de 14 ans un garçon de 14 ans a fait cela avec sa mère, il a survécu, la mère aussi, et il a fait le chemin aller-retour, et ensuite, donc, le traducteur explique, j'expliquerai tout ça, à 19 ans, il a écrit ses mémoires. Ce journal de déportation que j'ai découvert et que j'ai fait traduire. Alors ça, c'est un itinéraire particulier. Je pense que Zépur Mezbakian, elle a dû faire quelque chose comme ça. On fait allusion aussi au fait qu'un autre fait historique, elle se convertit à la religion musulmane et elle dit alors évidemment, beaucoup se sont convertis pour survivre. Bon, ça c'était en quelque sorte une sorte d'entrée en matière, si vous voulez. Si j'avais le temps, je ne sais pas si j'aurai le temps, je vous ferai entendre le second extrait qui est merveilleux. Cette femme dit combien elle est heureuse de vivre en France. C'est un modèle d'intégration, elle est pleine d'humour, elle dit j'ai deux pays, elle chante la chanson de Joséphine Baker. Et voilà, si vous voulez, moi je suis en quelque sorte entre ces deux espaces. Mes parents qui sont arrivés comme elle, sans rien. Bon, elle décrit qu'elle est arrivée, elle n'avait pas d'argent, dans le second extrait qu'on écoutera peut-être. Et bien voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'une vie, j'ai pu aller à l'école. Évidemment, on me dit
comment tu as fait si vite? Ben, je pense que j'ai fait parce que, voilà, il y avait, avec le travail acharné, bon, il y a un travail acharné chez les survivants, il faut travailler pour combler ce vide, parce que, vous voyez, elle dit, je ne sais pas où c'était. C'est-à-dire que ce dont on hérite, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas où ça s'est passé. Dans le journal de mon père, il dit bien qu'il fallait enterrer les morts et on ne pouvait pas les enterrer, les chacals les mangeaient. Donc, on hérite de quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, on entend ça chez soi, et alors, heureusement, il y a l'école. L'école de la République m'a sauvée, elle m'a sauvée, j'ai adoré l'école, c'est-à-dire qu'à l'école, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Ça, c'était à la maison. Et comme il y avait une grande laïcité absolue, n'est-ce pas, dans l'itinéraire, on pouvait avoir toutes sortes de choses à la maison, mais à l'école, on ne vous demandait pas ce qu'on avait. On ne vous demandait pas si vous étiez de la religion X, Y ou Z, quelles étaient vos origines. Il y avait La Fontaine, et puis tout le reste, quoi. Bon. C'était cette école miraculeuse que j'ai aimée, qui m'a sauvée, et puis d'une certaine façon, je ressens le travail analytique comme la poursuite de l'école, dans le sens où l'école apprend à penser, elle donne les instruments de la pensée. On voit bien chez cette femme, par exemple, qu'elle a tout ce qu'il faut pour penser. Psychiquement, elle a ce qu'il faut. Mais, je ne connais pas sa vie personnelle, mais je pense que ses enfants pourront, avec cette disposition psychique, acquérir les mots, et acquérir les mots pour dire ce qu'ils ont vécu, pour dire ce qu'ont vécu les parents, c'est-à-dire entrer dans le politique. Parce que pour moi, le tiers n'a de sens qu'il faut apprendre la langue du pays d'accueil pour s'inscrire dans le monde et pour s'inscrire dans le politique. Bien. Alors ça, c'était donc l'entrée en matière. Et maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors déjà, si vous voulez, quand vous dites que, au début, vous avez dit que j'ai passé ma vie à, c'est pas faux, à décrypter le texte paternel. En fait, c'est pas tout à fait juste parce que j'ai découvert, tout ça est expliqué évidemment dans mon livre, j'ai découvert le texte de mon père en 1978, c'est-à-dire exactement au début de ma seconde analyse. Alors je reviens un petit peu en arrière puisque vous m'avez posé cette question. J'ai fait effectivement 3 analyses. La première, je l'ai faite en 68, de 68 à 74. C'était une bonne analyse, c'est bien terminé, tout allait très bien. Et j'ai commencé à écrire en 75. C'est pas par hasard. J'ai commencé à écrire en 75 un premier article dans les temps modernes. Et pourquoi j'ai éprouvé le besoin d'écrire, donc j'anticipe un peu à la question que vous m'avez posée à la fin sur les spirales. C'est une question, excusez-moi de vous le dire, mais éminemment intelligente. Vous êtes une bonne lectrice. Bon, alors, il se trouve qu'en 75, c'était donc l'anniversaire des 60 ans du génocide arménien. Un livre, le premier livre, qui n'est pas un livre d'histoire, mais un livre d'un bon journaliste, est paru. Il s'appelait Un génocide exemplaire 1915 de Jean-Marie Kerzot. Donc ce livre a fait parler un peu des Arméniens, parce qu'on vient d'une histoire, comme nous raconte Zépur Vesbakian, on ne sait pas où c'est, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en France quand on est enfant. C'est peut-être du délire, c'est quoi ça? Et puis c'est quoi ces parents qui travaillent sans arrêt, avec on sent bien qu'il y a eu quelque chose. Hein. Mais vous savez comment fonctionne l'inconscient. Rien de tout ça n'est dit, sinon on a tout perdu. Enfin, après cette litanie, on ne dit pas grand-chose. Bon. Donc, ce livre est paru en 1975, et c'est la première fois, donc j'ai lu ce livre, et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit chez moi. Alors, vous voyez comment le tiers et le tiers culturel, c'est du culturel, un livre,
À ce moment-là, il crée une certaine distance. C'est écrit en français, c'est un Français, Jean-Marie Carzou, voilà. Et à ce moment-là, cette distance qui est créée permet de comprendre quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai éprouvé le besoin d'écrire, alors que je n'avais jamais envie d'écrire et je n'ai jamais envie d'écrire. Je suis toujours poussée par l'écriture en me disant « il faut que je puisse dire ça ». Alors, il faut que je puisse dire, mais quoi? Quelque chose que je n'arrive pas à dire, mais après, il faut croire sans doute que je le dis quand même. Et alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que là aussi, vous allez voir le tiers, et voilà. Il s'est passé la chose suivante, c'est que, donc, ce que je termine ma phrase, c'est-à-dire qu'en 1975, j'ai commencé à écrire, alors que je n'ai découvert le journal de mon père qu'en 1978. Donc, au début de mon écriture, je ne savais pas ce qui s'était passé avec le père, hein. Mais je savais ces choses que vous avez entendues. Et ce que j'ai écrit, je ne savais pas quoi en faire. J'ai demandé à un prof d'histoire dont je suivais le séminaire, et il m'a dit « envoyez ça au temps moderne, vous devez être un peu féministe, mettez une lettre à Simone de Beauvoir. » Et alors, j'ai fait ce qu'elle me disait. L'un des motifs de mon livre, que vous verrez, j'y fais allusion tout à l'heure quand je parle de l'école de la République, c'est-à-dire que j'ai eu la chance dans mon itinéraire, j'ai rencontré très souvent un accueil en France, de diverses manières. Et mon accueil, c'est la lettre que j'ai écrite à Simone de Beauvoir, que je vais vous dire. Elle est très amusante parce que, alors, à quelle page est-elle? Ben, attendez, je vais vous dire. Parce que je me suis dit qu'il fallait de temps en temps que je vous fasse des lectures. Si quelqu'un a un livre sous la main, il cherche Beauvoir. C'est lequel? C'est celui-là. C'est Beauvoir. Alors, 94-95. Voilà. Alors, c'est quand même invraisemblable. Je n'étais pas universitaire, vous allez voir, et on a accepté mon premier texte. Alors, madame, vous êtes une des premières à avoir dénoncé le scandale de la condition féminine et frayé la voie susceptible de mener les femmes à elles-mêmes. Au nombre de ces créatures inexistantes, dont les femmes font encore partie, on peut évidemment ranger les opprimés ou ignorés de toute espèce. Je m'adresse donc ici à vous, en tant que femme, et femme d'un peuple massacré en silence il y a 60 ans. La récente commémoration du génocide des Arméniens, premier génocide de notre siècle, ainsi que la parution de l'ouvrage de Jean-Marie Carzou, Un génocide exemplaire, ont coïncidé en moi avec l'aboutissement d'un cheminement personnel, au cours duquel j'avais pu, à l'aide d'une psychanalyse, remonter par-delà les asservissements de toute femme jusqu'à l'exil hors des terres natales, la déportation et la mort de la famille, la perte irrémédiable des racines. J'ai ressenti alors le besoin d'écrire, initialement pour moi-même, ce texte que je vous joins. Madame Termination, historien que je cite, m'a conseillé en effet de le faire publier dans une revue telle que Les Temps modernes. J'aurais aimé à ce sujet pouvoir vous rencontrer et vous demander si ces pages peuvent présenter quelque intérêt auprès des lecteurs de cette revue, auquel cas il faudrait peut-être que je les remanie. En ce qui me concerne, j'ai évidemment la conviction que ce que j'ai écrit constitue un témoignage parmi d'autres sur le mécanisme implacable par lequel tout discours dominant maintient ses opprimés dans l'incapacité de nommer la violence qu'ils vivent, au point même qu'ils croient ne rien avoir à dire. Vous voyez, la dame, elle dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai une histoire? Ben oui, vous avez histoire. Et j'explique dans tout mon livre qu'il faut 3 générations pour que la 3e génération, grâce
au lien qu'elle tisse avec les tenants du pouvoir, évidemment, du pays d'accueil, et grâce à l'éducation, puisse dire ce que les ancêtres ont vécu. Alors, la perte d'identité les condamne au silence. Je me demande aussi si un tel témoignage sur le crime parfait ou une recherche dans ce sens ne pourrait pas servir également ailleurs la cause des rescapés de tout massacre. J'ai 40 ans, je suis enseignante en allemand, divorcée, mère de 3 enfants. De par ma formation et le fait que le français n'ait pas été ma langue maternelle, j'ai tendance à penser que tout changement de société dépend, entre autres, de l'accession des opprimés à leur langage spécifique, c'est-à-dire à leur puissance à démasquer en la nommant la domination jusqu'alors tacitement subie et intégrée. Dans l'espoir qu'il vous sera possible de me recevoir, je vous prie d'agréer, etc. Alors, effectivement, cette lettre me surprend moi-même. Elle restitue le climat culturel et politique de l'époque où vivait, peu après 1968, une femme enseignante de 40 ans, admiratrice bien sûr du modèle de femme qu'était pour elle l'auteur du deuxième sexe. Et vous nous lisez cela un 8 mars. Ah oui, ah oui. Pourquoi vous dites le 8 mars? Ah oui, ah oui c'est vrai, oui c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors je dois vous dire que, contrairement à ce que me disait cette dame, le prof d'histoire, je n'étais pas féministe parce que je n'avais pas le temps, mais je crois que dans ma vie, je l'ai été évidemment. Alors, si vous voulez, j'ai mélangé ainsi plusieurs thèmes de mon livre, mais je vais les reprendre petit à petit. Donc, dans un premier temps, donc, je vous disais que ce qui m'a poussé à écrire, alors voilà comment ça s'est passé. J'ai écrit un petit texte qui se trouve « Comment peut-on être arménien ?» et il se trouve dans un livre là-bas qu'une personne m'a acheté, mais il y en a d'autres, « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie », parce que dans mon livre « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie », qui est mon premier livre, et la spirale commence là, dans mon livre, j'ai réuni tous les textes des temps modernes que j'avais publiés au temps moderne, c'est-à-dire de 1975 à 1988. Donc le premier a été celui-là, dans la mesure où j'ai écrit d'abord ce qui était relatif à la vie psychique, et je disais donc dans ma lettre que si ce texte était accepté, je le remanierais en article. Alors à ce moment-là, comme il a été accepté, je me suis plongée dans un livre d'histoire parce que je suis totalement déculturée arménienne, je n'ai pas eu une éducation arménienne. Ça, c'est un des multiples points, c'est-à-dire qu'en détruisant 1,5 million d'hommes et de femmes, on détruit toute une culture, toute cette culture qui était dans l'Empire ottoman. Et évidemment, mes parents étaient très peu scolarisés. Ma mère avait 4 ans au moment du génocide, puisqu'elle est née en 1911. Mon père avait 14 ans, donc son traducteur explique bien qu'il a été un peu scolarisé, suffisamment scolarisé pour, si vous pouvez passer la première page du manuscrit. Alors, mon père a écrit effectivement à 19 ans, quand il est venu en France, son journal de déportation. Alors, vous voyez, c'est écrit en lettres arméniennes, mais c'est du turc. C'est du turc transcrit en lettres arméniennes, parce que la plupart de certains Arméniens, dans certaines régions, les Arméniens étaient turcophones. Et donc, son traducteur explique qu'il avait suffisamment appris la transcription de comment écrire du turc en arménien. Bon, alors tout son journal est comme ça, et je vais vous faire passer ce livre qui est pas celui que vous avez acheté, mais c'était l'ancien format, parce que lorsqu'il a été réédité, le fac-similé n'a pas été réédité. Je dis ça parce que j'ai été accueillie par Simone de Beauvoir, mais j'ai été aussi accueillie par Michel Prigent, l'éditeur des PUF, dans la mesure où c'est lui, vous voyez qu'au début de mon livre, vous avez
en hommage à mes directeurs, c'est-à-dire mes directeurs dans les œuvres complètes de Freud, André Bourguignon, Pierre Cotet, Jean Laplanche et Michel Prigent. Michel Prigent était le directeur des PUF, et quand il a vu le manuscrit de mon père, il m'a dit « mais il faut faire passer l'émotion », et il a voulu absolument publier facsimilé. Alors maintenant il n'est plus achetable parce que ce livre-là n'est plus réédité complet. Il est édité sans le facsimilé. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà. Bon, alors donc, oui, je parlais de la scolarisation, c'est-à-dire que mes parents avaient été très peu scolarisés, mon père un peu, ma mère pas du tout. Je suis donc tout à fait déculturée. Et je me suis mise donc à lire un livre d'histoire pour faire un article, le premier article, Comment peut-on être arménien, qui reprend un peu la parole de Montesquieu, Comment peut-on être persan. Et il a été accepté. Alors il a été accepté pourquoi? Parce que j'exprimais sans doute, je m'exprimais suffisamment en bon français, c'était que j'avais fait l'effort de me scolariser, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'il y avait à mon époque, on ne demandait pas, l'institutrice ne demandait pas d'où on venait, mais il fallait travailler. Il fallait travailler, ce sont des valeurs qui sont en voie de disparition. Je suis peut-être tendancieuse quand je dis des choses comme ça, mais je trouve, c'est mon opinion personnelle. Bon. Alors, donc je vais prendre maintenant donc la première question, donc la première remarque que je voulais faire, c'est que ce n'est pas le texte de mon père qui m'a incité à écrire, je ne l'ai découvert que par la suite. Et quand je l'ai découvert, c'est-à-dire que j'ai découvert effectivement ce texte, j'ai eu peur. Si vous pouvez trouver quelque chose qui s'appelle la couverture du petit cahier. C'était un petit cahier. Quand ma mère me l'a montré, mon père était déjà mort. Voilà, c'était un petit cahier comme ça. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je décris tout ça évidemment dans mon livre. Je ne savais pas que faire de ça. C'est une sorte de relique. Vous savez, cette proximité de la mort, alors qu'on est tous vivants, a quelque chose de très angoissant. Et j'ai fini par trouver quelqu'un, justement, un de ces Arméniens cultivés, parce que Arménien du Liban, Krikan Melodian, qui a été longtemps professeur au Lonzo, qui a bien voulu traduire. Et ce texte, et quand il l'a traduit, et que j'ai lu, là, c'est là que j'ai été obligée de plonger dans une seconde analyse. Probablement parce qu'on lit des choses, on ne sait pas, alors on ne sait pas d'où on vient, comment ça se fait, comment on va pouvoir articuler sa vie de prof d'allemand, de quelqu'un qui aime l'allemand, qui enseigne, qui a des enfants. Comment peut-on articuler sa vie et ces choses? On ne sait pas très bien. Donc c'est là que j'ai entrepris une seconde analyse. Bien, alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Le chiffre 3. Alors, vous voyez déjà, dans ce premier texte qui m'a amené à l'écriture, vous avez l'introduction d'un livre. Si je n'avais pas lu ce livre, je n'aurais pas eu le choc. Vous avez ensuite l'accueil des temps modernes, une revue prestigieuse. Il faut du 3 et donc la capacité d'acquérir la langue du troisième. C'est en gros autour de ça que je développe ma théorie. Et donc je vais vous lire mes 3 divans. Oui, sur les 3 divans. Mes 3 divans, la première fois que je l'ai écrit, c'était... Alors, je vais anticiper sur votre dernière question. Pourquoi je travaille par spirale? En fait, ce livre, je dirais que c'est l'aboutissement d'un travail analytique sur plusieurs années.
Et dans un travail analytique, pour ceux qui ont cette expérience, vous revenez constamment sur les mêmes choses. Mais vous revenez et à chaque fois vous trouvez autre chose. Vous pouvez les interpréter autrement parce que vous avez intégré d'autres choses. Par exemple, une de mes théories, c'est que quand on travaille sur les ancêtres, alors qu'au début, ils étaient effrayants parce que porteurs de mort, au bout d'un certain travail élaboratif, on acquiert de l'amour pour eux. Et je pense que traduire les ancêtres, c'est apprendre à les aimer. Or, cette acquisition de l'amour ne se fait pas rapidement. Il faut donc tout un travail analytique, et c'est ce qui explique que dans les spirales, on revient constamment sur les mêmes thèmes, mais on les voit autrement. Et donc, il y a dans mon livre, effectivement, différentes interprétations du même événement. Je vous en lirai une tout à l'heure. Qu'est-ce que j'étais en train de parler? Je disais que c'était le premier article que j'avais écrit dans 1975 et que après j'avais découvert le texte de mon père, que j'avais, voilà. Et donc, j'ai perdu le fil. Là, vous avez démarré votre deuxième analyse. Bien. Peut-être continuer à nous expliquer comment vous avez avancé dans ah oui, c'était à propos des divans. Oui, il y a des trois divans. Oui. Alors oui, les trois divans. C'est-à-dire que voilà, j'étais en train de dire que tous ces articles des temps modernes, je les mis dans. Peut-être que si vous avez Ouvre-moi seulement le chemin d'Arménie, vous pouvez en montrer de là-bas. Il s'appelle Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. Et si vous ne l'avez pas, il est dans mes paquets. Alors, je dois vous dire que, voilà, c'est mon premier livre qui comprend tous les articles des temps modernes. Alors, je vous fais remarquer que c'est un extrait, vous voyez. J'ai trouvé que l'Arménie était plausible que si elle passait par Corneille. Il s'agit d'une tragédie qui s'appelle Nicomède. Et la reine, la princesse Laodice, dit à son prétendant: je ne veux pas régner sur votre Bithynie, ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. Pour ma stratégie, c'est de passer toujours par la langue de l'autre. Et à ce moment-là, l'arménienne existe, si elle dit ça. Si elle passe par la langue de Corneille, elle existe. Donc, lorsque j'ai élaboré ce livre, j'ai voulu faire une préface, et cette préface s'appelle Les Trois Divans, et c'est vrai qu'elle se retrouve là, alors qu'elle existe déjà dans un livre qui a été publié en 1990. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos trois divans? Parce que moi j'ai découvert effectivement un de ces trois divans dont je n'avais pas idée du tout. C'est possible que... Voilà. Il y a un divan, tout le monde devine de quel il s'agit, bien sûr. Il y a un autre divan qui est... Attendez, je vais vous lire parce que, parce que la description, voilà. Là vous allez voir ma vraie grand-mère, enfin ma vraie grand-mère, c'est pas Zébure d'Estaquian, mais vous allez voir son figure. Ah oui, je disais que dans ce texte, vous allez voir la figure de ma grand-mère maternelle. C'est pas la mère de mon père, parce que la mère de mon père, je ne l'ai pas connue, elle est morte avant le mariage de mes parents. Mais il s'agit de ma grand-mère maternelle. Et c'est pour évoquer son personnage que j'ai écrit mes trois divans. Donc j'évoquerai la figure de ma grand-mère maternelle, Louise Cavafian, chez qui j'allais enfant passer mes vacances en citant le début de mon récit, Mes Trois Divans, qui tente de restituer l'atmosphère conviviale et apaisante de son humble logis, dont je sentais pourtant combien il était habité par un deuil insondable et les fantômes d'un ailleurs abandonné et inaccessible. Du divan terrifiant, qui en 1915 promulgua pour les miens les édits de la déportation vers l'épouvante et la mort, jusqu'au divan de l'analyste, dont ces textes ont pour moi, de 1975 à 1988,
constitués comme des résidus à expulser, à publier, m'ont acheminé après coup par leurs effets inéluctables, meurtriers et salvateurs. Les récits, larmes et oraisons des divans merveilleux de grand-mère, les douceurs conviviales et petits cafés, les tricotages, travaux d'aiguille, raccommodages avec la vie, les accueils familiers et nostalgiques de son sédir, des 1001 œuvres de survie, là où s'étaient à jamais blottis mes tristesses d'enfant, mes espoirs d'évasion, mes rêves d'un ailleurs plus léger, d'un ailleurs me souriant, me parlant à moi et non plus en moi. Ce berceau ancestral trône en ma mémoire, recouvert de ses coussins équilimes, emblème de toutes les chaleurs laissées au pays, vénérable et intime, austère et rutilant, protecteur et secret. Il me rappelle étrangement, et est de fait sur ma route, appelé en contrepoint, celui tout aussi peu occidental de la Berggasse, Freud, dont la reproduction dans la salle d'attente des séances freudiennes m'invita tant de fois au lointain de l'inconscient, au loin chez grand-mère, à l'orée de sa maison de Boursat, aux dalles fraîches, au-delà, là où j'entendais ce qu'elle m'avait transmis, ces paroles d'une autre reine. Pour garder votre cœur, alors ça c'est du Corneille, pour garder votre cœur, je n'ai pas où le mettre. Quelle parole. Car hors de l'Arménie, enfin, je ne suis rien. Tout ça c'est du Corneille. Ces avertissements pour m'accompagner dans la cure. Préparez-vous à voir vos pays désolés, préparez-vous à voir par toute votre terre ce qu'ont de plus affreux les fureurs de la guerre, des montagnes de mort, des rivières de sang. Cette quête d'un divan à l'autre, je ne veux point régner sur votre destinée, ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. Ce fut probablement le poids écrasant de cette transmission familiale qui me poussa dès mes premiers écrits à l'allier à ce que me transmettait l'école du pays où j'étais née, en l'occurrence ici les vers de Corneille, qui exprimait mieux que moi ce que laisse dans l'âme des survivants des montagnes de mort et la perte d'un pays hors duquel on n'est rien. Mon évocation de l'auguste figure grand-maternelle se terminait ainsi. Voici enfin l'ultime mystère du sofa de grand-mère. En quoi donc cette vieille femme transplantée espérait-elle quand, assise près de moi, au bord de l'auguste divan devenu mon lit pour la nuit, elle m'apprenait le signe de croix et le Notre Père en arménien. Évidemment, en rien pour elle-même. J'entendais dans sa litanie ce double message. Nous n'avons plus rien qui nous contienne. Nous sommes notre dignité, notre mémoire. Ou encore, je n'ai plus la joie de vivre en cet exil, pas de joie à te transmettre. Je me réjouis de toi, tu es toute la joie de ce qui me fut cher. Voilà un travail, si vous voulez, d'écriture où j'ai pu exprimer dans l'après-coup l'amour que j'avais pour cette femme, que évidemment je n'éprouvais pas quand j'étais enfant. J'explique souvent dans mon livre que le travail analytique permet de récupérer des affects qu'on ne pouvait pas avoir parce qu'ils étaient... parce que, comme dit Winnicott, le sujet n'était pas là. Donc, et c'est dans le travail analytique, quand on commence à subjectiver sa personne, qu'on peut récupérer un amour secret qu'on ne ressentait pas. Pour moi, ma grand-mère, voilà, elle m'apprenait le signe de croix en arménien, et donc voilà, c'était comme ça, c'était une donnée de la vie.
Et quand je parle de ces petits cafés, de ces cocotages, etc., j'exprime avec beaucoup d'années d'écart l'amour que j'avais de cette femme. Et peut-être que je l'exprime aussi par la transcription que j'ai faite de tout ce que disait Purnet Paquion. Bon, alors ça c'était les trois divans. Donc vous avez vu. Alors évidemment c'est ma stratégie, c'est-à-dire que voilà, il y a les divans des ordres de mort, hein, puisque le divan en perse, je crois, c'est un lieu où on édicte des lois. C'est un lieu de parole importante et où on édicte des lois également. Il y a le divan de l'analyste et le divan de ma grand-mère. Les trois divans. Alors, dites-moi toutes les questions que vous m'avez posées. Donc aussi, bien sûr, dialoguer J'ai beaucoup de choses à vous dire, évidemment. Peut-être que je voudrais vous montrer un exemple justement de ces spirales. C'est-à-dire comment une scène peut s'interpréter différemment selon les années. Alors ça... scène de l'entretien je pense que je sais au moment de... Attendez, je vais vous dire... Page 71. Alors, voilà. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit au départ en 77. Et c'est passé la même chose. J'ai été incitée à écrire ce texte au moment où l'école des parents m'a demandé un texte sur les enfants de migrants. C'était en 77, et je me suis dit, mais enfin, moi, je ne connais rien à cette question, je ne suis pas sociologue. Et puis, j'ai eu une idée, c'est que j'aimais beaucoup, vous voyez encore une fois l'école, j'aimais beaucoup Andromaque de Racine, et je me suis dit, mais finalement, Andromaque, c'est une immigrée, et c'est une immigrée qui est obligée, pour maintenir son fils en vie, d'épouser celui qui a tué son époux. Donc c'est une figure évidemment très emblématique du tribut qu'il faut payer aux dominants pour rester en vie. Donc j'ai fait quand même cet article sur Andromaque. Et cet article s'appelle « Une arménienne à l'école », où je parle de mon expérience de prof, mais aussi de mon expérience d'élève. Et voici le premier jet en 1977, qui a été publié dans les temps modernes, je crois en 78. Je me trouvais comme dans un cauchemar insolite, voire impudique, dans un lycée de classe préparatoire au bureau de la surveillante générale, entre celle-ci et mon père. Jusque-là, je m'étais arrangée au cours de ma scolarité pour esquiver cette insoutenable confrontation entre l'école laïque française et ce rescapé du désert dont je portais le nom. L'unique grand homme pour moi, mon père. Ma mère n'assumait guère ses fonctions de représentation, là où il ne restait plus rien à représenter. Or, le règlement était ici impératif. Mon admission en classe de lettres supérieures dépendait de cette épreuve, au cours de laquelle je devenais nécessairement l'agent d'un triple désaveu. Il n'y avait d'ailleurs d'épreuve que pour moi. Pour la surveillante générale, cet homme parlant mal le français, dont l'air imposant et déplacé, les manières raides, ignorait les usages, cet intrus était nullement une recommandation rassurante pour une future élève des classes de concours. Je ne crois pas qu'elle fût ce qu'on appelle raciste, mais la tradition et le règlement intérieur n'avaient pas prévu ce genre de candidature. Pour mon père, cet employé de bureau rabougri,
qui causait pour perdre son temps de choses incompréhensibles en ce bas monde. Le niveau en version latine, la motivation de la candidate, le nombre de mentions obtenues. Cette femme sans saveur n'éveillait rien en lui. Il n'était pas là. Pour moi, mon destin était assujetti à son pouvoir, au verdict qu'elle allait prononcer. Devant elle, je devais me désolidariser de la conduite cavalière de mon père. Dans le regard de celui-ci, je lisais le dédain de me voir m'égarer dans des voies futiles et répudier les mères illettrées, mais sages et avisées de son Orient lumineux. Quant à moi, frappé de mutisme, je ne pouvais exprimer à cette femme combien, malgré mon incapacité à habiter ce carrefour sans rencontre, j'aimais les auteurs, ses pairs, plus qu'elle peut-être, que j'étais pleine de gratitude pour ses semblables qui m'avaient appris à les lire et qui m'en avaient nourri en temps de famine. Alors, vous voyez, ce texte a été écrit en 1977 sous le coup de cette position intenable que j'ai retrouvée dans ce souvenir écran, d'être entre ce père-là et cette femme-là, alors que mon destin dépendait de la femme en question. Et c'est lors des différentes années que mon regard sur cette scène emblématique, qui est évidemment celle de tous les enfants de migrants, sauf que c'est peut-être pas aussi cru comme ça maintenant. Parce que là, au moins, il y a du travail psychique à faire, parce qu'il s'agit de pouvoir, en tant qu'enfant de ce père, parler à cette surveillante générale et de découvrir que c'est une brave femme, c'est une très brave femme. Alors voilà. Selon un travail en spirale, l'écriture, comme le divan analytique, amène au fil des années chez l'analysant une réception à chaque fois différente du matériel remémoré qui se surajoute sans les éliminer aux réceptions antérieures. Ce que j'ai perçu un jour dans cette scène princeps de mon rapport inqualifiable à la représentante de l'institution qui avait tout pouvoir sur mon avenir, m'est venu brusquement d'une association d'idées à propos des mots surprenants de ma conclusion, qui lie, à mon insu, en une condensation inattendue, l'espace du traumatique et celui de l'école, qui en serait comme un antidote. Alors je vais commenter la fin de mon texte, que j'étais pleine de gratitude pour ses semblables, qui m'avaient appris à les lire et qui m'en avaient nourri en temps de famille. Dans une association d'idées à propos des mots surprenants de ma conclusion, ces semblables qui m'en avaient nourri en temps de famille, je notais la conception insolite qui faisait de la culture dispensée par l'école une nourriture en temps de famine. Dans ces mots écrits en 1977, qui me renvoyaient à un passage crucial du manuscrit de mon père, lu, donc découvert seulement en 1978, je percevais une répétition venue inconsciemment s'exprimer dans mon écriture. Il louait en effet de façon inhabituelle la nécessité pour la fille de se nourrir de la culture de l'étranger en temps de famine, et seul pour son père de se nourrir du pain de l'étranger pour ne pas mourir de faim. Telle une répétition d'un lointain souvenir écran, dont je n'ai pu rendre compte qu'après avoir terminé une première analyse, cette scène du lycée Fénelon rappelait un quart de siècle après avoir été vécue et un an avant d'avoir été lu dans le manuscrit, l'épisode où ce même père, mais âgé alors de 14 ans, avait dû être donné par sa mère à un étranger
pour échapper à la mort. Je cite, alors c'est les mots du manuscrit, « On a vu qu'on allait mourir, ma mère a réfléchi, moi pour mourir je mourrai, vous il ne le faut pas. C'est ainsi qu'elle nous a donné, nous deux, aux Arabes. » Alors, je poursuis. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ce malaise indéfinissable vécu à 18 ans par la candidate à la culture de l'autre et maintenu en mémoire pendant tant d'années, n'ait pas été lors de cette scène de rupture entre deux mondes, inconsciemment transmis de l'ancien désarroi que le père vécut à 14 ans, lorsqu'il dut abandonner sa mère pour rester en vie. Ce père aurait en quelque sorte répété, alors vous voyez, ça c'est la seconde interprétation, il aurait en quelque sorte répété le geste de sa mère, ma grand-mère, car coupée de sa culture détruite, sa fille ne pouvait être éduquée par lui. Elle devait être donnée à l'école. La mise à mort de son propre père et de sa culture ne pouvait que l'empêcher d'assumer explicitement une paternité. L'effondrement des référents paternels induisait en lui une paternité impossible à décliner face à l'institution étrangère, et en moi se transmettait la souffrance secrète de cette paternité empêchée. Devenu père, il agissait en temps de paix comme sa mère avait agi en temps de terreur. Il me laissait à cet employé de bureau, qui ne lui disait rien, pour que je puisse me nourrir de la lecture de ses pères à elle. Certes, j'aimais l'école, mais celle-ci était mise en lieu et place d'une rupture sans passerelle. Voici à présent la seconde modification, cette fois à caractère politique, dans la perception de cette même scène. À un niveau de secondarisation consciente, je perçois dans ce souvenir écran le malentendu insupportable, mais paradoxalement fécond, qui cimentait cette rencontre insoutenable, un malentendu non entendable pour chacun des trois protagonistes en présence. La surveillante générale n'avait aucun repère pour appréhender la jeune étrangère venue lui demander finalement une place dans sa demeure. L'ignorance absolue des violences de l'histoire sur laquelle reposait l'exercice de ses fonctions l'ignorance absolue. Vous voulez continuer? L'ignorance absolue. L'ignorance absolue. L'ignorance absolue des violences de l'histoire sur laquelle reposait l'exercice de ses fonctions la rendait aussi inexistante aux yeux du père que lui-même l'était à ses yeux à elle. Elle était pourtant l'agent, certes sans bienveillance particulière, d'un dispositif institutionnel capable de neutraliser la violence inhérente à cette ignorance mutuelle des deux mondes exclus l'un de l'autre, que tous deux incarnaient devant l'étudiante habitée par cette violence. Oui, et alors, en conséquence de quoi, elle s'acquitta de son office en ne fermant pas sa porte qui s'ouvrait à l'étrangère sur des chemins imprévus vers la vie. À partir de là se mirent en place des séparations, des investissements nouveaux qui libérèrent des espaces hors trauma, des voies qui se frayèrent aux pensées et aux écrits futurs. C'est bien l'absence de tels dispositifs démocratiques qui augmente gravement le poids du passé traumatique ou dangereusement la menace des bombes. C'est-à-dire, si vous voulez, à partir de cette première scène, qui est un souvenir écran bien sûr, parce que là aussi j'ai vécu ça effectivement quand je voulais entrer en classe de préparation au lycée Fénelon, mais c'est par la suite, et grâce au travail analytique, que cette scène m'est revenue comme une scène insoutenable. Donc, première sensation, qu'est-ce que c'est d'être entre ces deux mondes complètement disjoints? Bon. Deuxième interprétation, mais il y a
quelque chose, il y a une analogie entre le père qui me donne à cette école, alors qu'il ne peut pas vraiment estimer ce qu'est cette école, mais quand sa mère l'a donnée à un bédouin pour qu'il puisse vivre, il y a une analogie. Donc si vous voulez, dans le travail analytique, on réintègre quelque chose de son histoire, et c'est un plaisir de réintégrer ça, sa subjective. Et la troisième interprétation, c'est que malgré tout, il y avait un dispositif démocratique qui faisait que cette scène explosive se résorbe bien. Elle a admis la jeune étudiante, parce qu'il y avait un règlement, il fallait avoir deux biens au bac pour pouvoir entrer en lettres supérieures. Il se trouve que j'avais 2 biens. Bon. Et alors, je travaille en spirale comme ça parce que je travaille dans le temps. Hein, et le temps me permet, le travail vu par l'analyse, hein, c'est la temporalité de l'intention analytique. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, et maintenant je me tourne vers vous, à dire qu'est-ce que c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une autobiographie, il y a à la fois un travail analytique, il y a mon plaisir à la traduction. C'est un mélange, un melting pot, et je me dis, c'est une écriture diasporique. Et je pense que s'il y a de la spirale dans mon écriture, il y a aussi une sorte de défi. C'est-à-dire, si on a tous ces mélanges en soi, parce que vous voyez bien la scène du mélange, il y a cette école que j'adore, et ce père que j'adore aussi, mais alors c'est une adoration compliquée, hein, aussi bien à gauche qu'à droite. Et il faut se situer dans tout ça. Et je crois que dans mon livre, il y a comme ça différents éléments qui sont quand même réunis en ma personne. Et ce qui correspond, ce qui constitue aussi mon écriture, c'est une sorte de défi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut nourrir tout ça en même temps? Dans certains chapitres, j'explique comment Jean Laplanche, avec qui j'ai travaillé pendant tant d'années, ben, j'ai découvert que c'était une figure paternelle. Et c'est difficile d'avoir un père survivant du désert avec cette prestance orientale, et de l'autre côté une figure paternelle de normalien, philosophe, psychanalyste. Comment réunir tout ça en soi? C'est pas facile, mais avec le travail analytique, on y arrive et ça donne un résultat qui me plaît. Est-ce qu'il vous plaît aussi? C'est quoi ce peut-être dialoguer avec... il y a un autre micro. Est-ce que vous pouvez parler plus précisément encore du travail de traduction que vous avez fait durant cette élaboration et je me disais que vous nous avez fait écouter ce témoignage d'une personne et vous avez dit un bain sonore qui existait à la maison. Et donc ça m'a fait penser à tout ce travail de traduction des sensations que vous avez engrammé peut-être à l'intérieur de vous, filles de survivants. Et que ça ne passait pas par les mots, mais par autre chose, et notamment les sensations. Et donc que vous reveniez aussi sur les différences du mot traduction dont vous parlez. Alors voilà, effectivement, là aussi, votre question me plaît beaucoup parce que ça me permet de dire une des dimensions de ce livre. J'explique, et donc ça apparaît dans le sous-titre, autobiographie d'une analysante, héritière de survivants et traductrice de Freud. J'explique dans ce livre à plusieurs reprises comment pour moi il y a un rapport entre traduire ce que
les survivants ne peuvent pas dire, c'est-à-dire traduire ce qui n'a pas de mots, qui se dit sans mots, et traduire d'une langue à l'autre. Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quelle langue, il s'agit de la langue de Freud. Alors, il y a un rapport, c'est que, j'ai parlé tout à l'heure de l'amour de la grand-mère qui ne pouvait pas se vivre, l'amour du père, alors là, c'est toute une affaire. Bon. Mais il y a un rapport parce que quand on traduit d'une langue à l'autre, et surtout de l'allemand, moi j'adore l'allemand, on est sensible au fait que c'est impossible, il y a des choses impossibles à traduire. Vous ne pouvez pas traduire un livre de Schubert. En français, ça ne donne rien. Das Wandern ist des Müllers Lust, ça ne veut rien dire en français. Das Wandern, je ne sais pas comment traduire Das Wandern. Donc si vous traduisez, vous êtes obligé de renoncer à cet amour et à vous accommoder de la traduction. Eh bien, c'est la même chose pour traduire les survivants. C'est-à-dire que ce qui est passé en vous, et vous vous en rendez compte dans le travail analytique, il est passé des choses. Par exemple, cette grand-mère, elle me disait, faut être comme il faut. Ben, je ne sais pas ce que j'ai fait de ça, mais c'est-à-dire qu'il y a un diktat là qui passe, et vous vous rendez compte au bout d'un certain nombre d'années que ben, dans le fond, ce diktat a eu des effets. Donc, il y a quelque chose de l'amour des survivants qu'il faut pouvoir traduire, et donc on doit renoncer à quelque chose pour pouvoir le dire dans l'autre langue. Donc il y a déjà ce parallélisme entre les deux. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, je dis à un moment donné, et c'est surtout dans l'introductif que je parle beaucoup de ça, que pour moi, ce qui s'exprime le plus chez les survivants, c'est le travail des mains. D'abord, il ne faut rien perdre. C'est ça aussi l'histoire de la spirale. Il ne faut rien perdre, parce qu'il faut faire avec le peu qu'on a, et une fois qu'on a fait quelque chose, il ne faut pas la perdre. Donc, je pense que mon écriture en spirale, ça tient aussi de ça. J'ai écrit ça à l'époque, maintenant je pense la même chose, mais autrement, je vais le reprendre parce qu'il ne faut pas le perdre. Bien. C'est la récupération. Ah oui, c'est tout à fait de la récup. Tout à fait. Du melting pot. Bon. Eh bien, je crois que ce qui se produit, c'est que ce sont les mains, c'est-à-dire quelque chose d'industrieux, de faire avec ce qu'on a. Alors, je vais vous montrer une jolie petite photo, la photo de Varlam Altounian avec femme et enfant. Vous allez voir, je fais... Voilà. C'est femme et enfant. Il n'y a pas marqué. Femme et enfant. Voilà. C'est une jolie photo parce que là vous allez voir, c'est une preuve, n'est-ce pas, qu'au bout d'un certain temps, voilà des gens qui sont arrivés en France sans rien, qui ne savaient pas parler, qui n'avaient pas d'argent. Alors voilà, donc mon père était tailleur, son costume est fait par lui. Il est très élégant, mais c'est lui qui l'a fait, ça ne lui a pas coûté un centime. Alors, ma mère, il a fait aussi le costume de ma mère. Hein. Alors, le seul signe de richesse qui a dû être acheté, parce que ma mère, elle ne parlait jamais du génocide, puisqu'elle était trop petite, mais elle me parlait de sa misère, la pauvreté, c'était toujours ça, la pauvreté, les chambres d'hôtel, la pauvreté, etc. Donc, je me bouchais les oreilles pour pas entendre. Donc, elle a un renard, elle s'est achetée comme un renard. Bon. Et alors, moi, voilà, tout ce que je portais était tricoté par la fameuse grand-mère. La petite robe, la petite veste, même les chaussettes dont une d'ailleurs qui n'est pas bien correcte, et elle a perdu sa chaussette. Bon. Alors, voilà un couple parfait, on ne voit pas du tout les signes de la misère, bien intégrés, au bout d'un certain temps. Mais ils n'ont pas dépensé un sou, pratiquement pas.
Donc j'ai été élevée, moi, dans cette culture-là, dans la culture de l'épargne. Et tout ça, ça vient des mains. Ça vient des mains, et les mains, c'est pas seulement le façonnage, c'est l'intelligence. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Ça aussi, c'est quelque chose qui est balayé dans notre monde actuel. L'artisanat n'existe plus. Et il y a aussi, il y avait les plaintes, pour répondre à votre question, les plaintes de la grand-mère. Mais c'est surtout, je crois, faire avec le peu qu'on a, qui m'avait transmis quelque chose. Par exemple, mon père disait, après les repas, il avait parfois cette chose, il disait, aujourd'hui aussi on a pu manger. Et il disait rien d'autre, il n'a jamais dit qu'il mourait de faim, il connaissait la faim, mais il disait, aujourd'hui aussi on a pu manger. Alors pourquoi on engramme ces choses-là? Je ne peux pas vous dire. Je pense que vous devez rencontrer ça chez beaucoup de vos patients. On engramme des situations parce que j'ai, par exemple, dans un autre des chapitres, je raconte le voyage que j'ai fait donc à Boursa. Alors c'était complètement catastrophique pour moi, je veux voir ces maisons effondrées. Je dois avoir une maison de Boursa, là, horrible. Quand j'ai été dans ce quartier où j'ai vu le quartier des Arméniens, voilà, il y avait des choses comme ça. Ça m'a complètement effrayée. Je raconte comment j'ai pour la première fois compris ce que c'était. Ce qu'elle raconte, c'est-à-dire on dit allez partez maintenant, allez partez. Et ils sont partis de là, et puis ils ont marché. Bien, alors je raconte que quand j'étais à Boursa, j'ai réalisé ce que c'était que partir, mais ce qui me frappait, c'est par rapport aux mains et je voulais dire que j'ai oublié. Je parlais de bain sonore. Le travail sur les mains. Le travail sur les mains. Faire avec qui? Faire avec le peu qu'on a. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on emmagasine comme ça? On emmagasine des choses. Ah, ça ne me revient pas. Je me rappelle, j'ai voulu acheter un jour un lieu de vacances que j'ai acheté à Aix-en-Provence. Et c'est en nettoyant le sol. Donc j'ai voulu acheter évidemment quelque chose dans le Midi, parce que je voyais bien que mes parents aimaient beaucoup la mer, parce qu'ils arrivent, les survivants sont arrivés par bateau, Marseille, donc il y a beaucoup d'Arméniens à Marseille, et puis après Lyon, et puis après Paris. Bien. Alors, quand je me suis mise à laver par terre, je lavais par terre, un petit peu comme la nana de l'homme au loup, à genoux, pas avec un balai. Et pourquoi j'avais cette position du corps, je ne sais pas, mais en lavant par terre le sol, je me suis rappelé que ma grand-mère disait qu'elle lavait sa maison à grandes eaux. Pourquoi alors ça c'était passé dans le corps, si vous voulez. Pourquoi je repérais ça, mais parce qu'elle me le disait avec plaisir. Ce que je peux dire, c'est que ma mère ne me racontait rien avec plaisir. C'était toujours la misère. Mais ma grand-mère, elle m'avait raconté comment elle avait vu son futur mari, et quand il était venu demander sa main, elle l'avait vu par la fenêtre. Ou bien elle me racontait comment elle aimait bien laver sa maison. Donc ce sont des choses qui passent. C'est mystérieux l'inconscient, c'est mystérieux. Pourquoi ces éléments restent? Pourquoi ces éléments restent? Il y a un autre épisode que je vais raconter, que j'ai raconté dans mon livre,
c'est ce qui m'a poussé à publier le journal de déportation volontaire. C'est un événement politique, c'est très important. Il y a eu en septembre 81, donc vous voyez, j'ai découvert en 78 ce journal, je l'ai fait traduire, j'ai eu un effondrement, j'ai commencé un travail analytique numéro 2, et il y a eu en septembre 81, un acte de terrorisme publicitaire, la prise d'otage au consulat de Turquie. Alors subitement, on a commencé à parler des Arméniens, c'était catastrophique, etc. Et c'est grâce à cette prise d'otage au consulat de Turquie en septembre 81 que les fameux Temps modernes, donc Simone de Beauvoir, a publié le texte de mon père en février 82. Sinon, il n'aurait pas été publié, parce que la revue publie les choses que les acheteurs, qui intéressent les acheteurs de la revue. Donc il y a un événement politique, donc il publie ce texte. Bon. Mais ce qui m'a poussé à envoyer ce texte au Temps moderne est la chose suivante. C'est que il y a eu en novembre, donc vous voyez, septembre, l'attentat, novembre, un meeting à la Mutualité où se trouvaient les maires des terroristes emprisonnés. C'était évidemment les terroristes qui faisaient ce travail de publicité. En fait, on parlait enfin des Arméniens, et ils avaient été formés au Liban. Donc il y avait sur la scène les maires des terroristes. Les maires des terroristes, donc des Arméniennes, quoi, des vieilles Arméniennes, des Arméniennes de l'Orient. Alors ça m'a fait un choc parce que ces Arméniennes, elles ressemblaient à ma grand-mère. Donc j'étais proche d'elles, comme ça, et à ce moment-là, donc le souvenir, à ce moment-là, je me suis rappelé un souvenir écran. Mon père racontait, parce qu'à moi, il ne m'a jamais rien raconté, mais je l'entendais parler à ses amis en turc, une langue que j'étais censée ne pas comprendre, mais que je comprenais. Et il racontait la prise de la Banque ottomane en 1896 par les Arméniens. Alors, pourquoi il y avait eu à l'époque déjà un travail précurseur du génocide, d'épouvantables massacres du sultan Abdulhamid, et les Arméniens ont pris la Banque ottomane en 1896 pour montrer aux puissances alliées, il y avait beaucoup d'investissements anglais, pour montrer le scandale qui se passait, pour que quelque chose se modifie. Et je me suis rappelé que quand mon père racontait ça, il était très content. Et c'est le souvenir de cet affect qui m'a été transmis, et je me suis dit, je publie son journal. Alors, comment ça se produit, ça? Je ne sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'au moment où mon père parlait, racontait ça, pourquoi j'ai compris qu'il parlait de la Banque ottomane? Pourquoi j'ai compris qu'il était heureux, il était fier d'être arménien à ce moment-là? Pourquoi ça m'est venu en voyant ces mères du Liban, enveloppées dans leur chalvar? Je ne sais pas. Et à ce moment-là, j'ai décidé de publier ce texte que j'ai envoyé au Temps moderne. Alors, comme j'avais déjà publié Comment peut-on être arménien, une arménienne à l'école, dont je vous ai mis un extrait, et puis il y avait un autre texte, c'était le 4e, elle l'a accepté. On m'a dit qu'elle trouvait que c'était un texte sauvage, mais elle l'a quand même accepté. Oui, mais est-ce que j'arrive à répondre à vos questions? Je ne sais pas. Mais effectivement, je dirais que ce n'est pas du tout par les mots. Ce n'est pas par les mots, ce n'est pas par on nous a fait ci, on nous a fait ça. Regardez par exemple cette vieille arménienne quand vous l'entendez. Est-ce que c'est vraiment par les mots qu'elle émeut? Elle émeut par les fautes d'orthographe qu'elle fait, les fautes qu'elle dit. Ma mère, elle était chaude, on n'a pas pu parler, on n'a pas pu pleurer. C'est
un assemblage de mots qui renvoie en fait à l'affect. C'est pas une phrase bien construite. Et vous nous faites remarquer, si je ne m'abuse, que le mot allemand pour traduction, c'est transfert. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, donc c'est aussi passionnant. passionnant. Oui. C'est-à-dire que vous avez deux mots en allemand pour dire traduction. Il y a Übersetzung, donc ça vient de setzen, poser, et Übersetzen, poser de l'autre côté. Et puis il y a aussi Übertragung. Et Übertragung, qui est porté, alors le radical n'est pas setzen, qui veut dire poser, mais tragen, qui est porté, le radical tragen. Et c'est porté de l'autre côté. Donc le premier c'est poser de l'autre côté, l'autre c'est porter de l'autre côté. Alors, Übertragung veut dire d'une part traduire, mais la Übertragung c'est la traduction, mais c'est aussi le transfert analytique. Et il est bien évident que ce qui se passe dans le transfert, c'est fondamentalement une traduction, c'est-à-dire une élaboration en mots du préconscient, de quelque chose qui était inconscient. C'est le miracle du transfert. Et dans les spirales, je prétends que, si vous voulez, dans l'écriture, il se produit, dans l'espace de l'écriture, il y a un transfert qui fait que les mots induisent l'élaboration d'autres pensées, un peu de façon analogue à l'espace du transfert analytique. Et pour moi, le travail, pendant tant d'années, j'ai commencé à être traductrice en 70, en traductrice de Freud en 70, donc avant l'écriture de mon premier texte. J'ai travaillé d'abord comme co-traductrice avec André Bourguignon et Pierre Cotet. Et c'est cette équipe qui a été cooptée en 1983 par Jean Laplanche pour créer les œuvres complètes de Freud. Et j'étais à ce moment-là mise dans l'équipe éditoriale en tant qu'harmonisatrice, un mot bizarre, sans doute parce que je devais aussi comme ça être entre deux choses, quoi, entre deux bords. Je suis toujours entre deux bords. C'est difficile d'être entre deux bords parce qu'on comprend très bien le bord de gauche et le bord de droite. C'est une position fondamentale pour vivre, évidemment. Mais ça peut être d'un ailleurs c'est différent. Et si on arrive à élaborer le trauma, c'est pas simple, mais si on y arrive, c'est plutôt un atout dans la vie. Parce qu'on n'est pas du tout dans le déni, mais le problème c'est d'articuler le traumatique aux autres traumatiques qui se produisent actuellement. Alors, je vous dis peut-être rapidement ce qui s'est passé. J'étais prof d'allemand dans un lycée. Je m'ennuyais beaucoup, j'aimais l'allemand, mais je n'aimais pas la pédagogie, tout ça, c'était pas intéressant pour moi. Je pensais que pour apprendre une langue, c'est pas la peine de savoir quelle est la méthode pédagogique. Le problème pour apprendre la langue, il faut avoir de l'appétit, il faut avoir de l'appétence pour la langue de l'autre. Et l'appétence pour la langue de l'autre, c'est un problème psychique. Alors, peut-être d'autres questions. Oui, Nathalie. Oui, tout à l'heure vous avez parlé, si j'ai bien entendu, d'un savoir-faire avec les restes. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose du côté de votre travail d'élaboration en analyse? Et je me demandais si du côté du survivant, cette obstination à travailler avec les mains, est-ce que c'était un travailler avec ce qui reste? Vous voyez, par rapport travailler avec les restes, Oui. et travailler avec ce qui reste du côté du manuel. Enfin, ma question, elle porte sur le reste.
dans le travail analytique. Oui. Hein, ce que vous pouvez un petit peu en dire, parce que dans la transmission traumatique, vous sembliez dire, c'est pas du récit qui se transmet, c'est pas des mots. Non. Ça peut être, je ne sais pas, des souvenirs gelés, mais qu'est-ce que c'est que des souvenirs gelés? Bon, tout à l'heure, Sylvie parlait d'affect, même peut-être de phénomène de corps, de douleur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit quelque chose, sans forcément nous parler de vous? Non, mais effectivement, c'est... De toute façon... Ce que l'enfant... De toute façon, je pense que ce qu'on porte en analyse, n'importe quel analysant, ce ne sont que des restes. Des restes qui ont fait mal, des restes qui ont fait pleurer, des restes qui ont créé un grand malaise. Effectivement, je pourrais dire qu'une maison de survivants n'est faite qu'avec des restes, avec du bric et du broc. Et vous savez, on dit il vaut mieux avoir un métier avec les mains parce que si on est obligé de s'exiler, avec les mains on peut faire quelque chose. Et je pense que cette capacité à organiser sa nidation, je dirais que les survivants ont un art, enfin ceux que j'ai connus, une capacité ils ont comme une sorte de grand savoir sur ce qui fait qu'on est en vie. Et donc, il y a un rapport à la nidation, à l'aménagement pour préserver la vie. Et ça se fait avec les restes. C'est pas avec, on n'achète rien, on achète le moins possible. C'est exactement aux antipodes du consumérisme. Exactement aux antipodes. Et je pense que quelqu'un qui sort de la société de consommation ne peut pas survivre. Il ne sait pas ce que c'est que la vie. Il ne peut pas survivre. Alors, votre question, c'est une constatation que je fais. L'histoire des restes. En fait, on peut penser que toutes ces personnes vivent dans le souvenir de ce qu'elles ont perdu et que par ailleurs, elles trouvent des choses là. Elles trouvent et donc il faut qu'elles façonnent ces choses avec le schéma interne de ce qu'elles ont perdu. C'est un maillage d'éléments acquis avec des éléments perdus. Et je ne sais pas, j'arrive pas à répondre à votre question. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que dans mon travail analytique, j'étais toujours en lien avec quelque chose que j'arrivais pas à dire, et au bout d'un certain temps, il se disait quelque chose. Donc c'était bien avec des restes, des bribes, avec des bribes. Je ferais volontiers un lien entre ce... Oui, je ferais volontiers un lien entre la question de Nathalie et ce que vous disiez tout à l'heure sur le corps. En pensant à Aaron Appelfeld, qui a fui lui aussi des massacres et qui est arrivé en Israël à l'âge de 14 ans, j'ai retenu, il me vient deux choses qu'il disait. Il disait la mémoire s'enracine très profondément dans le corps. Oui, oui. Et quand il est arrivé en Israël, il est arrivé dans un kibbutz où il a été accueilli, mais personne ne lui demandait jamais qui il était, comment il s'appelait et d'où il venait. Et de cela, il a gardé l'idée qu'il venait d'un pays légitime qui n'existait peut-être à peine, et que lui-même, du coup, se demandait s'il existait. Il écrit ça dans certains... Donc très... voilà, ça me c'est très juste ce que vous dites, là. C'est tout à fait ça.
Oui, parce que le lieu... D'abord, je dois vous dire que dans tous mes livres, je travaille beaucoup avec d'autres auteurs. Je crois que c'est dans De la cure à l'écriture que j'ai beaucoup travaillé avec Aaron Appelfeld. Mais tous les trois éléments que vous avez cités, d'abord, il arrive dans un lieu qui personne ne lui demande rien, donc c'est comme si on débarque dans un pays d'accueil. A-t-il été accueilli, en tout cas pas en tant que lui-même, il n'a pas été accueilli en tant que lui, juif survivant. Bon, et effectivement, ça s'est passé où, on ne sait pas. C'est pas inscrit dans le monde, puisque le monde continue à tourner sans rien, sans ce qui s'est passé. Effectivement, oui. Et c'est avec l'écriture qu'il a ressuscité ses parents. Quand il parle de ses grands-parents, par exemple, je me rappelle très bien, quand il dit qu'il se mettait dans la position dans laquelle son grand-père priait. Ça, c'est une scène très émouvante. Il se met dans la position du grand-père qui prie pour prier comme lui. Ça me parle beaucoup, ça, oui. C'est des choses comme ça. C'est un écrivain qui dit ça. Il faut être écrivain pour pouvoir dire comme ça. C'est dans le corps, oui. C'est dans le corps. Les femmes que j'ai vues là, les Arméniennes du Liban, c'est leur corps qui me parlait. C'est leur corps qui me parlait. Oui. Géraldine. Il y a une personne. En fait, merci pour votre partage et je trouve que finalement il y a beaucoup de réussite dans votre parcours. Finalement, que ce soit la classe préparatoire, ben, vous avez une place, vous vous en sortez bien avec la langue de l'autre. En tous les cas, voilà, il y a un côté comme ça très lumineux. Et je trouve que, j'avais envie de vous poser la question, mais alors quand il y a de l'échec ou quand il y a de la dépression, quand il y a quelque chose, en fait, à vous écouter, on a le sentiment qu'il y a quand même toujours quelque chose du côté de la vie. Vous continuez toujours d'essayer, et je trouve que des fois, pour des enfants venus d'ailleurs, ou dans des parcours comme ça un peu compliqués, des fois il y a des choses qui s'arrêtent, il y a l'échec, il y a le rejet, il y a quelque chose comme ça qui... Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ça peut-être? Ah oui, ça c'est une question fondamentale. Alors évidemment, si vous voulez, dans un premier temps, je peux dire combien je suis privilégiée. Bon, alors je vais vous énumérer mes privilèges. Quand vous lisez le texte de déportation de mon père, un des privilèges, c'est que sa mère a pu enterrer le père assassiné. Elle n'a pas voulu continuer, elle a dit « moi je ne partirai que quand on l'aura enterré », donc elle a pu enterrer. Je pense que ce jeune homme de 14 ans, qui s'est débrouillé d'ailleurs pour aider sa mère, le mort a été enterré, et il y a eu une prière. Le prêtre était là, on a donné de l'argent au prêtre. Je pense qu'il y a un rapport entre le fait que ce grand-père a pu être enterré et le fait que mon père a pu écrire son texte. Il y a certainement un rapport. Donc j'ai effectivement hérité d'un texte. Par la suite, mes parents, ça je pense que c'est le fait de quelque chose que vous devez rencontrer chez vos patients. Vous ne pouvez travailler avec vos patients qu'avec les valeurs qui sont en eux. Quel que soit le trauma, il y a des familles qui transmettent des valeurs fondamentales et d'autres qui sont tellement déjà détruites qu'elles ne peuvent pas transmettre. Et je dois dire comme ça que le travail analytique m'a fait comprendre que mes deux parents transmettaient des valeurs. Faire avec le peu qu'on a, ne rien jeter, persévérer, travailler. Faire avec l'autre surtout. Travailler avec l'autre. Je n'ai pas inventé ça. Je pense que si j'étais née d'une famille plus ou moins paranoïaque,
j'aurais pas été avec l'autre. Bon. Donc il y a ces différents aspects, ce qui fait que j'ai pu effectivement faire ma petite route. J'ai rencontré de l'accueil parce que j'étais moi-même sans doute plus ou moins séduisante ou séductrice. Enfin, il y a des qualités aussi, il faut faire avec l'autre, il faut savoir le séduire. Bon. Maintenant, sans répondre tout à fait à votre question, je peux vous dire que je suis au fond de moi quelqu'un de très mélancolique. C'est que c'est bien gentil tout ça, mais enfin bon. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement, un clivage, vous voyez. C'est-à-dire que dès que je suis avec d'autres, je n'ai pas l'impression de dire des choses très intimes en disant ça, parce que c'est un cas clinique assez fréquent. Et dès que je suis avec les autres, je vis, je suis à l'école, vous comprenez. À l'école, on vit. Mais l'espace de la maison, il est resté en moi. Il est resté en moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dédoublement. Il y a deux espaces. Il y a l'espace de la civilité, du plaisir à l'autre. Et puis il y a au fond quelque chose qui n'a pas été là. Il y a quelque chose qui n'a pas été là. Les parents survivants ne transmettent pas comme ça la joie de vivre, ils transmettent autre chose. Alors maintenant, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, malgré ces deux espaces en moi, je me débrouille bien. Et que parfois, c'est des catastrophes. Et moi, je pense que les catastrophes viennent du fait que dans la famille des survivants ou dans la famille des patients, il y a déjà une déculturation fondamentale des valeurs. Parce que dans cet art de faire avec le peu qu'on a, c'est un trait de culture extraordinaire. L'art, c'est bien ça. Donc, ça veut dire qu'on est d'une famille, qui fait avec le peu qu'elle a, c'est une famille d'artistes un peu. Bon, c'est une création, de créativité. Alors, ça c'est difficile à dire, mais il y en a qui sont dépourvus de tout. Et cela, ça peut aller dans la drogue, dans la destruction, l'autodestruction. Et c'est pour ça qu'un pays qui n'a pas une école structurante est criminel. Parce que l'école peut sauver malgré tout. Une école qui fonctionne, elle peut sauver. Parce qu'elle peut servir de parents adoptifs, de parents éducateurs. Pour moi, l'effacement de l'école et l'effacement du travail scolaire, de l'élaboration, c'est pour moi la préparation d'un effondrement culturel. Je ne vous encourage pas. Une autre question? Oui, monsieur, le micro. Est-ce pour ces dernières raisons de l'école défaillante que vous disiez au début que on ne peut plus aller vers les migrants? C'est ça la raison. Ben, c'est-à-dire que moi, quand je vois des migrants, quand je vois les SDF en sortant de chez moi, quand je vois les SDF à Paris, il y en a beaucoup, je ne sais pas, en sortant de chez moi, je ne sais pas que faire. Je veux dire, je ne vais pas leur donner de l'argent, ça rime à rien. C'est presque injurieux. Je ne peux pas affronter des personnes qui me rappellent ce qu'ont été mes parents, mais qui ont pu exercer une dignité alors que c'est pas possible. S'ils sont dans la rue, c'est pas possible. Oui, c'est pour ça, oui. Puis parce que ces gens-là, s'ils viennent, c'est parce qu'ils viennent parce qu'il y avait des bombardements, parce qu'il y avait de la torture, parce qu'il y avait de la répression. Ils ne viennent pas comme ça parce qu'ils ont envie de voyager. Et donc, ils viennent parce que c'est pas un génocide, mais c'est des choses analogues. C'est des persécutions, c'est des violences.
Et puis, je dois vous dire aussi que mes lectures ne sont pas toujours des lectures à l'eau de rose, alors évidemment, ça ne m'encourage pas à être optimiste. Oui, je suis pessimiste, oui. Alors, pour m'en tirer, je fais une petite entourloupe. Je demande aux jeunes de trouver des voies. Oui. Thierry Schmelz. Merci Madame pour nous avoir fait entendre, mais surtout fait vivre et ressentir des choses très, très profondes. Je ne sais pas le dire autrement. Alors, moi j'ai une question qui est peut-être un peu triviale par rapport à la profondeur des questions que vous posées jusqu'à maintenant. Mais moi je m'intéressais à votre fonction de traductrice de Freud. Et tout à l'heure, vous disiez que vous avez été nourri, vous, en passant par la langue de l'autre. Hein. Et il se trouve que nous, Français, qui ne sommes pas forcément germanistes, ou qui ne lisons pas dans la langue de Shakespeare, nous n'avons que les traductions françaises. Alors, moi je me demandais, effectivement, pour lire Freud en français, on passe aussi par votre langue à vous. C'est-à-dire non pas uniquement à travers votre fonction de germaniste, mais aussi à travers l'histoire qui est la vôtre, notamment votre histoire d'analysante. Et je me demandais, dans le type de la planche, peut-être que vous nous direz un petit peu le plaisir et les difficultés que vous avez pu rencontrer, effectivement, de la traduction, hein, qui est effectivement le passage d'une rive à l'autre, avec tout le travail aussi d'effacement du reste, qui n'est pas, voilà, tout à fait saisissable. Mais ce que je me demandais, c'est la traduction, en tout cas, si j'ai bien compris, la position de la planche, c'est-à-dire, au fond, il ne s'agit pas de traduire, au fond, à la lettre, mais plutôt à l'esprit, c'est-à-dire garder l'esprit, au fond, du travail de Freud. Et je me demandais justement si votre... Plutôt l'inverse. Hein. Alors, c'est peut-être l'inverse, mais alors, vous allez nous dire pourquoi. Oui. Voilà. Il est très très proche de la langue proche. D'accord. Alors, juste la fin de ma question, c'était de savoir si votre travail d'analyse avait contribué justement à donner quelque chose d'un relief particulier au travail de Freud. Oui, alors attendez, c'est une bonne question également. C'est extraordinaire, hein, dans cette assistance, il n'y a que des bonnes questions. Vous voyez le plaisir que je peux avoir avec les questions. Bon, alors d'abord, vous m'avez interrompu à un moment donné, j'étais partie à expliquer comment j'étais devenue là-dedans, dans cette affaire. J'étais donc prof d'allemand, je m'ennuyais parce que la pédagogie, tout ça, pour moi, c'était pas ça qui était important. Ce qui est important, c'est l'appétence, et c'est un problème psychique, ça. Bon. Alors, donc, un jour, dans une réunion pédagogique, je vois qu'un certain monsieur a l'air plutôt cultivé, intéressant et plein d'esprit. Et comme j'habitais Ivry et que je venais avec mes 2 chevaux au lycée Montaigne à cette réunion pédagogique, je propose à ce monsieur de l'emmener chez lui. Alors, dans la voiture, il me dit, je ne suis pas que enseignant, je traduis Freud avec mon ami d'enfance Bourguignon. Ah, bon, alors je dis, vous savez, moi, c'était en 1970, j'avais commencé la première analyse en 68, je lui dis, mais vous savez, je fais un travail analytique, ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup lire Freud en allemand, est-ce que je peux assister un jour à votre séance de travail? Il me dit oui, alors vous voyez, privilège, je suis bien accueillie. Je lis sans doute, je pense que c'était en 70, j'ai un peu oublié, je pense que j'ai lu un peu le texte qu'ils étaient en train de traduire. C'était, je crois, l'analyse profane. Denial Analyse. Et donc j'arrive et j'ai dû dire, alors voilà, il y avait Pierre Cotet, donc germaniste, ne connaissant rien à la psychanalyse ou pas grand-chose, et André Bourguignon, psychiatre, et ils connaissaient pas mal l'allemand parce que ce qui scellait leur travail, c'était leur amitié au lycée Montaigne. Ils avaient été tous les 2 au lycée Montaigne. Donc j'arrive là et sans doute j'ai dû faire quelques petites remarques. Alors vous voyez, j'étais entre deux, là vous voyez la même structure, entre 2 mondes.
j'ai dû faire quelques remarques parce qu'à la fin de la séance, ils m'ont dit à mercredi prochain. Et moi, j'étais ébahie parce que d'abord, je ne demandais rien et j'aurais même pas osé. Ils m'ont dit à mercredi prochain. Alors, je pense que c'est parce que j'ai dû faire un travail. Voilà. Vous étiez venu les voir. Comment? Je dis, vous étiez venu les voir. Il y avait un intérêt. Et vous pensez qu'ils ont été flattés par ça? Je ne l'avais pas flatté, mais je pense qu'ils ont peut-être perçu qu'il y avait un intérêt. Ah oui, oui, non, mais je devais être très intéressée. Mais alors, vous voyez cette appétence-là, je pense que cette appétence, je la tiens de ma famille. Je la tiens sans doute de ce père. Il ne me parlait pas, mais je voyais bien qu'il s'intéressait aux autres. Bien. Alors, à partir de là, donc j'ai travaillé avec eux, des textes qui sont sortis au PUF, dans l'édition qu'on appelle l'édition Moutarde. Bon, résultats et des problèmes, etc. Et en 1983, Jean Laplanche a décidé de créer les œuvres complètes de Freud, et il a pris ce petit noyau de 3 dans l'équipe éditoriale. Et c'est là que je suis devenue, entre guillemets, harmonisatrice, donc harmonisée entre ces différents mondes. Et donc, je travaillais à partir de 83, une séance en tant que co-traductrice dans une équipe de traduction et 2 séances avec l'équipe de révision, avec la planche 2 fois par semaine. Alors, ce qui m'a frappée, c'est que moi, je ne connaissais absolument pas les théories, je ne connaissais pas l'œuvre de Laplanche en tant que psychanalyste, en tant que travailleur, philosophe. Je ne connaissais pas non plus ses théories de traduction, mais je me suis trouvée d'emblée, de plein pied, d'accord avec lui. Alors parce que c'était un psychanalyste qui traduisait Freud, c'est-à-dire qu'il y a effectivement dans son apport quelque chose de la pensée analytique. Et dans la pensée analytique, si vous voulez, par exemple, je veux prendre un exemple, le fait que si vous avez un concept, par exemple, disons, le concept de refoulement, eh bien, les concepts, vous êtes obligé de les traduire pareil, parce que ça sillonne la pensée, il faut restituer la façon dont la pensée s'élabore. Si vous n'êtes pas fidèle au concept, vous ne pouvez pas montrer comment ça s'élabore. Et c'est comme dans le travail analytique. Et si vous pensez qu'à cet endroit-là, ça ne fait pas bien, ça ne fait pas bien, on va mettre autrement. Le ça ne fait pas bien fait disparaître la continuité de la pensée. Ce qui fait que de temps en temps, le texte, disons, laplanchien, est rugueux. Par exemple, vous avez en allemand des propositions participiales très longues. Ça commence par l'enfant qui n'a pas connu son père avant sa mort. Alors ça donne avant sa mort, l'enfant ta. Bon. Si vous rompez compte, alors ça ne peut pas se dire en français comme ça, mais il faut, par exemple, je me rappelle dans la traduction de Lamolou, il faut restituer le mieux possible ce mouvement, parce que ce mouvement de la pensée, c'est aussi le mouvement de la pensée dans l'inconscient. Et ce qui fait que moi, je me suis trouvée à l'aise pour ce travail de traduction. Alors que, par exemple, regardez l'âme. Il se trouve que chez Freud, il y a l'âme, Diesel. Alors, le problème de Diesel, c'est qu'il y a Diesel, l'âme. Alors, on dit ça fait religieux, ben, n'empêche que c'est Diesel. Il y a Diesel dans les cantates de Bach. C'est comme ça. Chez les Allemands, il y a Diesel. Bon, alors ça fait religieux ou pas religieux, mais enfin, il parle de Diesel, Freud, bien. Si vous mettez la psyché à la place de Diesel, c'est pas du Freud à ce moment-là. Bon. Alors, le problème, c'est pas celui-là. C'est que, avec
Psyché, vous avez un adjectif qui fait psychiche. L'adjectif de psyché à l'adjectif psychiche. Bon, ça va. Psychique, ça va. Psyché, la psyché, psychique, ça va. Mais il y a un adjectif zéliche. Que faire de zéliche? Alors, la planche a trouvé une solution. On peut être d'accord ou pas, mais il y a un problème. Donc, comme il faut créer un adjectif avec l'âme, il a créé animique. Alors, par exemple, l'émotion animique. Mais c'est que quand on lit le texte, l'émotion animique, c'est pas l'émotion psychique. Donc, il faut maintenir la différence. Alors, si vous voulez, moi, je ne suis peut-être pas d'accord avec animique, mais je ne suis pas capable de trouver une autre solution. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut absolument différencier le psychique de psychique de zéliche. Alors, évidemment, dans un autre, j'aurais préparé des exemples, mais alors c'est passionnant, ça, évidemment. Et alors, j'aimais beaucoup travailler dans la séance de révision avec la planche, parce que il était comme ça, il cherchait. Puis la planche, c'était un vigneron, hein, donc c'est un artisan. Et il savait comment faire le vin, et il cherchait les mots, etc. Voilà, c'est peut-être pour ça que je m'entendais. Et alors, je n'ai eu, c'est ça qui m'a frappé, je n'ai eu aucune conversation personnelle avec la planche. Mais j'ai compris à sa mort que c'était une figure paternelle pour moi. Il y avait un rapport aux mots, aux matériaux. Peut-être que dans mon inconscient, c'était comme le père qui faisait son travail avec le tissu. Et c'était pas du tout un mondain, la planche. Hein. C'est pas du tout comme. C'était avec le vin, oui. Oui, et puis oui, c'est un bon vivant. Je dois dire que c'était un grand deuil pour moi. Cette entreprise s'est arrêtée en 2011, je crois, ou en 2015, par là, 2015. Et je travaillais 3 fois par semaine du Freud. Mais c'est passionnant parce que ce qui est passionnant, c'est qu'on ne peut pas traduire correctement. Alors, il faut faire avec. C'est comme faire avec les restes. On ne peut pas traduire correctement. Parce que chez Freud, il y a à la fois du conceptuel, mais il y a aussi du littéraire. Et comment le littéraire se mélange au conceptuel, et comment on peut maintenir du conceptuel dans du littéraire, c'est une corde raide. Bon. Écoutez, merci infiniment. Alors, il y a